Je m'appelle Éric Dewagrelier. Je suis arrivé en Australie en 2008 euh, et je me suis installé directement à Sydney en travaillant plutôt dans l'informatique. Je suivais ma compagne, qui est maintenant ma femme, qui avait trouvé un travail avec Veolia. Depuis, on est retourné en France quelques années pour profiter de la famille, des amis, et on a réussi à obtenir un visa permanent puis notre citoyenneté qui font qu'on a pu s'installer de façon plus permanente depuis 2015 à Sydney de nouveau, puisqu'on avait beaucoup aimé Sydney la première fois, donc on est resté dans le même quartier. Actuellement, je travaille pour Telstra, qui est l'opérateur téléphonique national, toujours dans les sujets informatiques, mais cette fois plutôt liés à la data et au big data, c'est-à-dire à la gestion de l'ensemble des données que peut générer un opérateur télécommunication. Alors, la pandémie, ici, au début, c'est arrivé assez doucement. On se sentait relativement isolé, parce que l'Australie, c'est une île, c'est facile à contenir, facile de fermer les frontières. Et puis, au final, ça s'est passé assez tranquillement. Il n'y a pas eu de restrictions aussi lourdes qu'en Europe. On a un peu regardé ce qui se passait en Europe de façon effarée, tout le monde chez soi. Ici, les recommandations n'étaient pas imposées par la police. Mais on est fortement amené à suivre les recommandations du gouvernement. Ça a quand même un gros impact, on le voit, hein, sur les commerces et les restaurants, parce que eux, par contre, ont dû fermer, un peu comme partout ailleurs dans le monde. Et là, ça a donné vraiment une espèce de chape de plomb sur la vie sociale et sur la vie, sur la vie dans les grandes villes. Ce qui s'est passé aussi, c'est que toutes les grosses entreprises ont demandé à tout le monde de travailler de la maison. Donc moi, ça fait maintenant 6 mois, bientôt 7 mois que je travaille de la maison. Ma femme aussi. Et c'est le cas de beaucoup, beaucoup d'Australiens, ce qui fait que ça a complètement transformé la façon dont la ville vit. Je parle de Sydney et la façon dont les gens vont d'un endroit à l'autre, prennent les transports. On est vraiment dans une dynamique complètement différente. En termes en termes médical, par contre, on a vu que ce n'était pas les mêmes impacts du tout qu'en Europe. On n'a pas du tout eu les mêmes nombres de cas, les mêmes nombres de morts. C'est très bien pour cette raison. Et je pense que là, par contre, oui, c'est grâce à la situation de l'Australie, qui est une île, et la séparation très grande entre les villes, parce qu'on a 800 km entre chaque grande ville, ce qui fait que finalement, les échanges sont assez limités. Il suffit de fermer quelques frontières entre les États pour que ça se soit contenu. Euh, Ça a donné, pour un pays qui est aux antipodes de la France presque, ça a rajouté quand même une notion de distance, puisque d'un coup, on s'est retrouvé non plus à 24 heures de vol de la France, mais on s'est retrouvé à 14 jours de la France, puisqu'avec les quarantaines, enfin les quatorzaines à respecter de part et d'autre, si on veut maintenant faire un retour en France, ou si à l'époque du confinement plus dur, on voulait faire un retour en France, par exemple pour un de nos parents qui serait malade, d'un coup, on se retrouvait quasiment à un rythme de voyage en bateau par rapport à un rythme de voyage en avion. Et ça fait se poser des questions. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réalisé ça, et ça peut peut-être poser des problèmes pour l'Australie, notamment parce que c'est un pays qui est énormément composé d'expatriés et de gens qui viennent de l'extérieur. 25% de la population n'est pas née ici. Et donc, ça pose des questions. Beaucoup de gens, et on va voir avec Noël, après Noël, si on ne peut pas rentrer chez nous, on va commencer à se poser ces questions, de se dire, bon, ok, c'était sympa, il y a le soleil, mais au final, on est bloqué. Donc voilà, c'est un petit peu l'impact, elle est plus de se sentir loin que finalement d'avoir vraiment une grosse impact médical et un gros nombre de cas contaminés ou de personnes décédées par la pandémie. Today iVote, c'est un projet qui a commencé il y a quelques mois maintenant, et en fait qui partait du constat que on a une contestation grandissante des citoyens, et pas seulement en France, mais un peu partout dans le monde. Et c'est souvent la contestation se cristallise autour de projets de loi qui ont été passés ou qui vont passer. Et je me suis rendu compte qu'en dehors des élections,
j'avais pas trop de contact avec la vie politique, j'étais pas vraiment au courant des projets de loi, et qu'il y avait peu de gens aussi qui étaient en courant et peu de gens en discutaient, ils savaient vraiment ce que c'était. Donc j'ai essayé de m'intéresser, je me suis rendu compte que le contenu était compliqué et que forcément j'avais pas le temps de m'y intéresser, j'avais pas le temps de participer et que du coup j'allais de nouveau être dans un état contestataire plutôt que dans un état de m'informer et de participer. Donc le but de Today I Vote, c'est d'offrir une application mobile qui, d'un côté, va permettre aux citoyens de mieux savoir ce qu'il se passe, et notamment au sujet des lois qui sont en cours de préparation, et surtout de pouvoir dire si on est pour ou on est contre ces projets de loi. Et puis de l'autre côté, de donner aux députés un accès plus direct aux citoyens en leur permettant de comprendre qui est pour et qui est contre un tel projet de loi, et aussi en pouvant demander pourquoi directement dans l'application. L'application, je commence à travailler dessus avec les députés en France et je me suis aussi rendu compte en ayant un profil un peu international. J'avais vécu en Espagne avant de vivre en Australie, ma femme avait vécu en Allemagne. Je me suis rendu compte que cette contestation, elle existe partout et que le procédé de création des lois, il est le même partout. Et donc, au final, on est dans les mêmes mécanismes et les mêmes dynamismes, quels que soient les pays, c'est-à-dire peu de visibilité sur ce qui est en train de se faire, et donc une incompréhension d'un côté de la population et de l'autre côté avec les représentants élus. Donc le cas pour moi va commencer avec la France, que plus naturellement c'est là où je pense qu'il y a un bon point de démarrage, et notamment grâce aux efforts de la France à partager les données autour du processus législatif. Mais je pense que c'est une application qui ensuite peut s'appliquer à n'importe quel pays qui présente cette problématique de déconnexion entre les citoyens et leurs représentants élus. La principale difficulté avec le projet de Today Vote, eh ben la première, ça a été de comprendre le process de création de la loi. Ça peut paraître simple quand on vient du monde parlementaire, mais en fait, quand on est citoyen et qu'on commence à vraiment s'intéresser à essayer de simplifier ce process pour le rendre accessible à tout le monde, on se rend compte que ce process est excessivement complexe. Mais du coup, c'est une bonne validation de l'application, puisque je me suis rendu compte que sans un travail approfondi, en effet, personne ne peut comprendre au quotidien ce qui est en train de se passer lors de l'exercice de la création des lois. C'est dommage, puisque les lois, c'est ce qui va impacter la vie de tout le monde. On ne peut pas y échapper. Et puis la deuxième difficulté, c'est l'accès à nos élus, à nos parlementaires. Et là aussi, ça justifie d'autant plus la création de cette application, puisque je me suis rendu compte en écrivant à de nombreux parlementaires que j'avais du mal tout simplement à accéder à une simple discussion. Et c'est excessivement lié à leur agenda très chargé et au fait que le travail des parlementaires est très fourni, et c'est quelque chose de très intéressant. Et je remercie beaucoup les équipes qui justement m'aident à progresser sur ce projet, puisque j'espère pouvoir lancer quelques pilotes dans certaines circonscriptions à partir de début 2021. Le conseil que je donnerais aux Français qui souhaitent s'expatrier, c'est d'oser. C'est-à-dire d'y aller, de foncer, de partir à l'étranger. C'est toujours une bonne expérience. C'est toujours un bon moment dans sa vie qu'on a réussi à résumer sa vie à 2 valises et à partir au bout du monde avec ces 2 valises et puis à repartir de ce point-là, puisque c'est ça qui permet de tout redécouvrir, de s'intéresser à des nouvelles choses, de nouvelles cultures. On est un petit peu détaché de tout ce qu'on avait avant. Donc, mon conseil, c'est vraiment d'y aller, il faut foncer, il ne faut pas hésiter à aller vivre à l'étranger. Et puis, il faut bien planifier. Voilà, il faut savoir rendre le moment le plus agréable aussi, parce que le but, c'est pas de se mettre en difficulté, c'est pas de partir absolument à l'inconnu sans avoir vraiment de plan. C'est quand même plus sympa quand on arrive à avoir une première année en tant qu'expatrié ou en tant que résident à l'étranger qui se déroule plutôt bien. Donc, je pense que c'est un projet qu'il faut préparer au moins 1 an et demi à l'avance, commencer à en discuter si on part en couple, et puis bien comprendre les premières étapes de comment ça va se passer. Mais en général, ça se passe de façon naturelle et c'est assez sympa.